Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs, 21h minuit. Ce soir, grosse émission spéciale avec nous, Marion Sigaud. Bonsoir Marion. Bonsoir. Et on est vraiment content de t'accueillir à Méta TV. Bienvenue sur la Libre Antenne. Il y avait déjà pas mal de personnes qui nous avaient demandé ta venue. Donc pour te présenter quand même au public, parce qu'il y en a peut-être qui ne te connaissent pas, tu es historienne, tu as écrit plusieurs ouvrages spécialisés un peu dans le XVIIIe siècle, on va dire. L'époque... Ah, il y a un problème de le téléphone, pardon. Oui, parce que j'ai oublié, voilà, on me dit souvent, et j'oublie mon téléphone, ça perturbe la régie. Donc, tu es spécialiste du XVIIIe siècle, on peut dire. Disons, voilà, je me suis passionnée pour le XVIIIe siècle et j'ai repris mes études d'histoire il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant, pour faire une étude tout à fait spécifique sur le XVIIIe siècle. C'est très singulier, ça. Le XVIIIe siècle français. Mais avant, j'avais écrit des livres plutôt sur le conflit israélo-palestinien. Je voudrais quand même dire quelque chose aux spectateurs de Méta TV. C'est ma première télé. Ah oui? J'ai publié mon premier livre en 1989. C'est la première fois que je fais un plateau de télé. Voilà. Coucou. Bah voilà, comme quoi la persistance paie, si j'ose dire. Je suis absolument enchantée que mon premier plateau de télé soit un plateau de télé dissident, et il n'y en aura pas d'autres, je veux dire, à part les dissidents. Parce que j'imagine, alors, tu as un peu passé dans l'actualité récemment, on a entendu oui, ton nom... quand on a commencé à pouvoir se servir de moi pour dire du mal des uns et des autres, la télévision qui m'ignore depuis 25 ans, est venue me demander, je dirais pas quelle chaîne, on est venu me demander des interviews de participation, et j'ai dit non. J'ai dit non, vous m'avez ignoré pendant que j'ai écrit mes livres, maintenant si c'est pour me faire dire du mal, soit d'Alain Soral, soit de Nicolas Dupont-Aignan, soit de Tartampion, c'est non. Voilà. Donc j'ai rien à dire aux grands médias. Et je suis enchantée de faire ma première télé sur Méta TV. Alors moi je ne regarde pas la télé, je ne regarde pas non plus Méta TV, mais j'ai des oreilles pour entendre et j'entends beaucoup de bien de vous. Donc je suis très fière. Ah bon, merci beaucoup. Non mais merci beaucoup. Voilà, déjà voilà, beaucoup de réactions sur le chat. Voilà, il y a toujours les habitués. D'ailleurs, on les salue, Ozzy, Vostok, Jacques Ojac, Alex, Daniel Q, qui disent, ils te disent tous bonsoir. Ils sont bonsoir, et tout le monde est assez content. Voilà, merci énormément de ta présence. Tout le monde est assez content que tu sois sur Méta TV, le public est content. Pour ma première télé, voilà. Donc voilà, on a décidé d'aborder plusieurs sujets, en particulier justement la période sur laquelle tu t'es spécialisé, donc le XVIIIe siècle. XVIIIe siècle français. Français, voilà, XVIIIe siècle français, et effectivement, précisons le XVIIIe siècle français. Une période très polémique dans notre histoire de France, parce que c'est le début de quelque chose, d'un grand changement, on va dire, un changement de régime et un changement d'orientation totale depuis. Et moi j'ai mon sentiment, alors là je parle en tant que j'ai envie de dire citoyen lambda, mais comme j'imagine beaucoup d'entre nous qui nous regardent, c'est-à-dire le XVIIIe siècle, c'est le point de départ de la France. C'est un peu comme ça qu'on m'a présenté les choses à l'école. Moi, plus j'apprends, plus j'approfondis le XVIIIe siècle, plus j'ai l'impression que la Révolution française marque la fin de la France. Alors évidemment, j'ai pas commencé mes études dans cet état d'esprit. Moi, je les ai commencées dans un état d'esprit tout à fait différent, avec une remarque que je m'étais faite et que je soumets aux spectateurs. Le XVIIIe siècle, pour tout ce qui précède la Révolution, on n'a pas d'image du peuple. Le peuple est absent de notre imagerie collective. Le peuple, on le voit dans la Révolution parce qu'on voit les foules. Mais des images populaires de la période qui précède la Révolution, on n'en a pas. Le peuple est totalement inexistant. Donc les images qu'on a pour se représenter le XVIIIe, c'est des petites images de libertinage, des petites bonnes femmes qui se font pousser en escarpolette, des petits messieurs et des petites dames avec des perruques poudrées, des petites images comme ça assez mignonnes. Sinon on a les personnages historiques dans leur posture portrait, mais sinon le peuple il est où? On n'a pas d'image du peuple. On n'a pas d'image du peuple. C'est vrai qu'on a une image des rois un peu. On a Voltaire sous toutes les coutures, on a Diderot sous toutes les coutures, mais on n'a pas d'image du peuple. Et moi je suis allée à la rencontre à la découverte du peuple. Alors qu'est-ce qui m'a prise Pourquoi est-ce que je me suis lancée là-dedans? Eh bien c'est parce que j'ai eu l'intuition, en apprenant enfin pas en apprenant parce que je le savais déjà, mais disons en approfondissant un petit peu le destin d'un malheureux garçon de 42 ans qui est mort dans des conditions abominables pour avoir attenté à la vie du roi. J'ai eu l'intuition, comme ça, bon je l'ai déjà raconté, mais c'est vraiment une histoire assez exemplaire de ce que la passion peut faire. J'ai eu l'intuition que si ce brave domestique avait fait ça,
C'est-à-dire s'il avait attenté, même pas qu'il a attenté à la vie du roi, disons qu'il a attenté à la sienne propre, hein, parce que toucher le roi, c'était déjà la peine de mort, la personne du roi étant sacrée. Donc il avait mis sa vie en jeu pour une raison que personne ne pouvait expliquer. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'a pas expliqué, et que dans tous les livres d'histoire dans lesquels je m'étais penché, personne ne pouvait trouver une raison, à part qu'il était fou et fanatique. Bon, c'est pas une explication. C'est pas une explication. Et moi, je suis une personne, non, je suis une femme, hein, c'est pas pour rien, je fonctionne à l'intuition. Je pense que je ne suis pas dénuée d'intelligence, mais mon intelligence passe après mon intuition. J'ai d'abord le ressenti avant d'avoir la réflexion, qui vient après. Et mon ressenti était que ce garçon avait fait ça pour des raisons morales. Pour des raisons morales. Je dis, on met pas sa vie en jeu comme ça, si ce n'est pour une raison personnelle, morale, une révolte, quoi. Puis la révolte, c'est quelque chose qu'il connaît. J'ai quand même beaucoup vécu dans ce sentiment permanent de l'injustice, de tentative toujours de remettre les choses à l'endroit par rapport aux malheurs et aux injustices les plus criantes. Et j'ai eu l'impression que ce garçon, c'était ça. Et je ne voyais pas pourquoi il aurait pu faire ça, mais j'avais quand même ma petite idée. Et j'ai vérifié cette idée en apprenant, en lisant des bouquins un peu grand public, en apprenant que le roi Louis XV aimait les petites filles. Alors c'est même pas qu'il les aimait d'ailleurs, parce que c'était pas le souci. Lui, ce qu'il aimait, c'était avoir la couche remplie. Il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un dans son lit. La reine en avait marre. La reine était une personne tout à fait admirable, dont le roi avait été éperdument amoureux, et qu'il avait épuisé à lui faire 10 enfants coup sur coup. Elle voulait plus. Donc le roi avait commencé à avoir maîtresse sur maîtresse, mais qui se mettait jamais en position de séduire. C'était un grand timide, et puis il y avait toujours des gens bien ou mal intentionnés pour lui remplir sa couche. Et à un moment donné, bon, on lui a mis entre les pattes une fille remarquable d'intelligence, de culture, de tout ce qu'on voulait, qui était Madame de Pompadour, qui l'a faite marquise de Pompadour, et qui était une femme absolument dénuée de scrupules. Enfin, c'était une femme certainement intelligente, mais moralement absolument odieuse. Odieuse. C'est-à-dire que tout était bon. Et à un moment donné, le roi, qui lui était de toute façon infidèle, l'a infecté, et son médecin lui a interdit d'avoir des rapports avec le roi. Donc elle a cru qu'elle allait être renvoyée. Et pour pas être renvoyée, elle a dit « je fournirai ». Et son idée, c'était d'amener, alors avec certaines complicités, notamment de son frère, d'amener dans la couche du roi des filles trop jeunes pour le subjuguer, pour le captiver. Et donc, eh ben oui, trop jeune et puis de plus en plus jeune. Alors, ça ne fait pas du roi un pédophile dans ce sens qu'il n'avait pas une passion pour les tendrons. Mais ce qu'il y avait dans son lit, il prenait. Et ça se savait, en tout cas ça se disait. Et à la limite, même si ça n'était pas vrai, moi je crois que c'est vrai parce qu'il y a eu trop de témoignages dans ce sens, mais en admettant que c'était faux, en tout cas le peuple le croyait. Et il y avait suffisamment d'informations qui circulaient. Et alors les informations circulaient comment pour ce genre de choses? Ça passait de domestique en domestique. J'ai étudié un petit peu la vie des domestiques, la vie d'un certain nombre de domestiques. Les domestiques, la plupart des gens, pas la plupart, mais enfin suffisamment nombreux étaient les gens qui avaient des domestiques et qui parlaient devant eux comme si c'était des potiches. Ouais, c'est une image qu'on voit, genre ils se lâchent complètement. Ils se lâchent devant les domestiques et les domestiques parlent aux domestiques. On raconte que, je crois que c'était en 1752, il y a un jour un artisan qui est arrivé dans une maison à Versailles avec une pendule. Et alors il sonne à plusieurs, il se présente à plusieurs maisons et on lui dit non c'est pas là, c'est pas là. Et il sait quoi? C'est une pendule, c'est pour le roi. Le roi. Et il trouve la bonne... Et c'est là que les gens ont compris que la maison où il allait livrer la pendule, ils l'avaient finalement trouvée, c'était effectivement une commande pour le roi, mais c'était un truc où on voyait qu'il y avait des gamines. Les gamines, elles avaient 13 ans, elles avaient 15 ans, elles en avaient 11, ou elles en avaient 8, je ne sais pas. Mais les gens ont pu voir que, effectivement, on voyait qu'il y avait un inconnu qui venait dans cette maison et qui repartait. Donc c'était une maison qui était à l'extérieur, dans un quartier un petit peu retiré par rapport au château. Et le poteau rose a été découvert comme ça. Alors, admettons que ce soit faux. Moi, ce que je sais, c'est que cet épisode du gars qui vient livrer une pendule et qui dit c'est pour le roi, entre le moment où c'est arrivé et le lendemain matin, il y avait toute la domesticité de Paris qui était déjà au courant. Parce que les gens parlent.
Les gens parlent. Il y avait la Gazette des domestiques. Et les domestiques, notamment, ceux... Alors, je l'ai vu pour le malheureux Damien. Damien, il a été pendant un temps domestique de conseiller au Parlement, c'est-à-dire de juge, de magistrat. Et il y avait une grande salle où tous les domestiques se retrouvaient pendant que les magistrats plaidaient. C'est une grande salle où ils rigolaient, ils faisaient les cons, ils attendaient que le service reprenne. J'imaginez, dans une salle comme ça, il était quoi, 20, 30, 40, 100 ? Les nouvelles passaient à toute vitesse dans ce genre de choses. Donc, je ne pourrais pas jurer, parce que je n'ai pas fait l'étude suffisamment poussée, que la réputation on ne disait pas pédophilie à l'époque, mais c'est le mot que ça porte aujourd'hui, en tout cas de corruption du roi, est absolument certaine, mais qu'il en a eu la réputation, ça c'est absolument certain. Maintenant, il y a des choses qu'on sait à peu près de façon quasi incontestable, c'est qu'il y a une ou deux jeunes beautés très très jeunes, mais à l'époque les filles étaient réglées à partir de 15 ans. On croit que nos aïeuls étaient très précoces, c'est tout à fait le contraire. Les filles avaient leurs premières règles à 15 ans. Donc une fille de 14 ans, c'était l'équivalent pour aujourd'hui d'une fille de 11-12 ans. Et il y a eu plusieurs petites jeunes filles comme ça qui ont été mises dans la couche du roi, dont une dont il est tombé amoureux, à qui il a fait un bébé quand elle a été suffisamment mûre et tout. Donc tout ça, ce sont des choses qui se savaient, qui se disaient. Et voilà, le roi ne se comportait pas comme on attend que le père de la nation se comporte. Alors qu'il ait une femme et qu'il ait une maîtresse, ça passe. Que ça défile et qu'on aille, ça passe plus. Ça passe plus. Donc moi, sachant que le roi avait cette réputation-là, je me suis dit, est-ce qu'il y a un rapport entre la réputation du roi et le fait qu'il prenne un coup de couteau dans le dos? Moi j'imagine, non c'est tout, je laisse les gens réfléchir. Imaginez, vous savez que le maire de votre commune ou le président de la République ou le président du conseil général d'une grande ville, vous en avez la certitude qu'il a des mœurs pas possibles. Vous n'allez pas essayer de lui régler son compte si vous le pouvez? Allez. Donc ça c'était vraiment quelque chose, donc en plus il y a eu une révolte du peuple de Paris, c'est ça? Alors ce qu'il y a, c'est que voilà, j'ai appris dans le même temps, c'est-à-dire en lisant plusieurs bouquins, parce que je me suis toujours passionnée d'histoire, donc j'avais une copine historienne qui m'a donné les pistes, j'ai appris que dans le même temps, c'est-à-dire à 5-6 ans près, 5-6 ans avant l'attentat, il y avait eu une révolte à Paris, mais un soulèvement que j'ai appelé la Marche Rouge, en honneur à nos amis belges qui ont fait la Marche Blanche à propos de l'affaire Dutroux, c'est-à-dire quand toutes ces familles ont défilé dans Bruxelles en révolte contre la découverte des horreurs de la pédophilie et de la pédophilie de réseau. Donc il y a eu une révolte en 1750, un soulèvement de parents, qui a été considéré pendant plus de 150 ans comme une révolte mal à propos. C'est-à-dire que les gens se seraient révoltés parce qu'ils croyaient qu'on enlevait leurs enfants. Alors, je ne sais pas si vous imaginez le mépris qu'il faut avoir pour s'imaginer que des gens vont se révolter sur l'illusion qu'on leur enlève leurs enfants. C'est vraiment une négation de la révolte du peuple. Et bon, alors à partir de 1920, il y a eu un historien qui a fait un travail très intéressant là-dessus, et après ça s'est enchaîné, il y a eu notamment Arlette Varge qui a fait enfin bon, il y a eu vraiment plusieurs historiens qui ont, Christian Romont, enfin je les ai tous lus, peut-être pas vous donner toute la ligne, mais je les ai tous lus, et moi j'ai voulu rentrer dans cette histoire d'enlèvement d'enfants, non pas à titre anecdotique, mais en épluchant, en essorant l'intégralité du dossier, c'est-à-dire en allant chercher tous les témoignages des enfants qui avaient été enlevés puis que les parents retrouvaient, tous les témoignages des parents, les témoignages les dépositions des accusés, absolument tout, j'ai essoré absolument tout le dossier. Et j'ai fini par découvrir. Alors en même temps, j'ai épluché le dossier de Damien, son dossier judiciaire, parce que ce monsieur, en ayant attenté... Alors, la révolte des parents, ce que j'appelle la Marche Rouge, c'est 1750, et l'attentat de Damien, c'est 1757. Et entre les deux, la connaissance que le roi couche avec des petites filles, c'est entre les deux. Donc j'ai fait toute une recherche. Alors pour faire cette recherche, il a fallu d'abord que je reprenne mes études d'histoire, mais ça je l'ai raconté. Parce que ma copine historienne m'a dit qu'elle pensait que j'étais tout à fait capable de faire une recherche toute seule, mais elle me dit que j'allais passer à côté d'un tas de connaissances, parce que l'université c'est quand même le temple de la connaissance. Donc elle me dit, il va te manquer des tas de choses, et en plus de ça, si tu n'as pas le diplôme, on ne te croira pas.
Et au mieux, si on te croit, on te piquera ton travail. Donc j'ai décidé de refaire la démarche universitaire à passer 50 ans. Je m'en réjouis, j'ai fait des trucs absolument passionnants. Donc j'ai vraiment étudié les dossiers, mais à fond. Et j'ai découvert le poteau rose de ce qui se passait, c'est-à-dire que, au niveau de Damien, on a retiré de son dossier tout ce qui touchait à l'enlèvement de sa fille en 1750, pendant qu'il y avait des émeutes, ce qui est complètement fou, quoi. C'est-à-dire que moi j'ai eu l'intuition qu'il pouvait y avoir un rapport, et j'apprends, en mettant le nez dans les documents, que précisément en 1750, sa fille a fait partie de ces enfants qui étaient enlevés dans la rue par la police. Alors il a retrouvé sa fille, mais la plupart des parents dont on avait enlevé les enfants en 1750 les ont retrouvés parce qu'ils se sont révoltés, parce qu'ils sont allés... j'ai lu des histoires absolument extraordinaires, des parents qui sont allés tambouriner à la porte de la prison en poussant des hurlements, en réclamant leurs gamins et tout, des émeutes devant. Enfin vraiment, les parents, les Parisiens se sont révoltés d'importance pour dénoncer l'exaction, puis retrouver leur progéniture. Et j'ai appris dans l'intervalle que Damien avait fait partie de ces parents-là. Alors je ne sais pas si c'était révolté, mais je sais que sa fille avait été enlevée. Elle avait fait partie de ces malheureux gamins qui avaient été enlevés. Et là, je me dis, bon, alors pour une intuition, elle est quand même pas mauvaise. C'est la bonne piste. Ça commence à faire une piste. Ça commence à faire une piste. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à apprendre le XVIIIe siècle. Et puis en histoire, on tire sur le fil. Et puis il y a tout qui vient avec. C'est comme ça qu'après on croise les Lumières, on croise Voltaire, on croise machin, on croise truc, on croise l'Amérique, tout ce qu'on veut, la peste à Marseille. Enfin, quand on commence en histoire, un bouquin on appelle un autre, et puis un autre, et puis un autre. Mais l'essentiel de ma recherche, ça a été quand même alors d'une part de réhabiliter ce malheureux Damien, qui n'était pas uniquement un malheureux, je veux dire, c'était vraiment un très brave garçon, c'était un type tout à fait honorable, un gars du peuple, parfaitement sympathique, avec une morale, avec des valeurs, avec un bon camarade, un bon époux, un bon père. Bon, je ne vais pas tout vous raconter l'histoire de Damien maintenant, mais c'est à peu près évident que ce qu'il a voulu faire, c'est donner une bonne leçon à un vieux cochon. Un vieux cochon, c'est-à-dire un père, et là je m'adresse aux parents là, on est en plein dedans là, avec les appels de Farida Belgoul là, pour ne pas laisser faire n'importe quoi sur les enfants là. C'est un père, Damien, c'est un père qui n'a pas accepté qu'on se comporte de certaines manières avec les enfants. Avec les enfants, parce que, alors ce serait cette révolte d'un homme, il a voulu quand même assassiner le roi, en fait. Je ne crois pas qu'il ait voulu l'assassiner. Je pense que, alors il se savait perdu parce qu'il avait fait un vol domestique et son séjour était compté. Séjour était compté à partir du moment où un domestique, la loi était très très sévère. Dans la mesure où les gens confiaient les clés de leur maison à leur domestique, le moindre vol domestique était puni de la façon la plus sévère, précisément pour que la confiance puisse continuer de s'instaurer. C'était d'ailleurs une mauvaise formule parce que les vols domestiques étaient punis tellement sévèrement que la plupart du temps, les maîtres n'osaient pas dénoncer leurs domestiques qui les avaient volés pour leur éviter la peine de mort. Ah ouais. Ben oui, parce que c'est trop. Mais toujours est-il que Damien avait volé un de ses maîtres dans des conditions un peu... Bon, enfin, c'était vraiment, il est un peu tombé dans un traquenard. Dans des conditions tellement graves que sa vie était perdue. Donc il a attaqué le roi, un peu comme un perdu pour perdu, je vais régler mes comptes. Voilà. Et moi, ce que j'ai découvert en étudiant son dossier, c'est que les magistrats instructeurs ont retiré systématiquement du dossier tout ce qui avait rapport à sa fille. Systématiquement. C'est-à-dire que toute l'analyse que j'ai faite du dossier Damien, ça m'a fait apparaître toute la vérité en creux. Par exemple, on arrête sa fille le lundi, par exemple, je dis le lundi, et le premier interrogatoire de sa fille qu'on va trouver, c'est 15 jours après. Le lundi, 15 jours après. Et dans l'intervalle, on ne lui a pas posé une question. On a tout retiré. D'accord. On a tout retiré. Damien, on l'arrête le mercredi et on lui fait un premier interrogatoire dans lequel on trouve textuellement et il apparaît de ce qu'il nous a dit hier. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'il a dit le premier jour, on l'a retiré et ensuite... Et ils ont fait des faux. Le dossier de Damien est plein de faux en écriture, des faux en date, des faux en... plein. Donc en fait, je pense que mon intuition était la bonne. L'affaire Damien, ça cache un secret d'État.
dans lequel tout le monde a trempé. Les magistrats ont trempé, le roi a trempé, les proches du... C'est épouvantable, c'est une histoire épouvantable. Et vraiment, Damien, il a payé pour avoir découvert un secret qu'il ne fallait pas donner. Et en fait, c'est vrai, bon, je dis que j'en suis pas sûre, parce que simplement, c'est pas que j'en suis pas sûre, c'est que je ne peux pas le prouver, voilà. Mais moi, je suis persuadée qu'il y avait un réseau d'alimentation de son lit en petite fille, et que Damien a été à portée de le savoir, et qu'il est... Dans un moment de révolte, se sachant perdu, il a réglé ses comptes. Et il y a un signe qui ne trompe pas, c'est qu'au moment où le roi s'est retourné, quand il a pris le coup de couteau, il s'est retourné et visiblement, il a vu que Damien lui lançait un regard de haine et le roi a dit « ne lui faites pas de mal ». Et mon idée, en analysant vraiment ce témoignage, c'est qu'il l'a reconnu. Il l'a reconnu. Et comment est-ce que le roi pouvait connaître Damien? Parce que Damien était le domestique du frère de la Pompadour. D'accord, donc il y a quand même... Donc le frère de la Pompadour était le fournisseur de petites filles pour les beaux yeux de sa sœur, fournisseur du roi. Et il avait un domestique qui trottait derrière. Et le domestique, il avait entendu ce qui se passait. Simple hypothèse, mais je crois qu'elle tient debout. Elle tient debout. Et elle explique beaucoup, beaucoup de choses. Et donc il y avait aussi cette histoire de l'hôpital général qui était une institution. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que c'est voilà. Alors voilà, je vais raconter comment on découvre tout ça. Voilà. Moi, quand j'ai appris que... c'était dans mes recherches, c'était dans ma première année de recherche, quand j'étais en maîtrise. Je cherche si sa fille a été enlevée, où est-ce qu'elle a pu être mise? Parce que c'est sûr, hein, il y a un témoignage qui dit sa fille a été enlevée. Il y a un des maîtres de Damien qui se présente devant les magistrats instructeurs, qui dit moi je sais qu'en telle année, il m'a raconté que sa fille avait été enlevée. Et ce témoignage n'est pas repris, c'est juste une feuille volante au milieu d'un dossier. C'est pas repris dans les interrogatoires, rien du tout. C'est-à-dire que c'est une information essentielle qui va faire l'objet d'aucun interrogatoire qu'on puisse trouver. Parce qu'il est bien évident qu'on a posé la question, on a dû retirer tout ça. Donc, où est-ce que j'en étais? Ça y est, j'ai perdu le fil. Donc, l'hôpital général. Alors, l'hôpital général. Donc, je sais, par le témoignage de son maître, qu'on lui a enlevé sa fille. Et je me dis, où est-ce qu'on a pu la mettre? Et j'étais débutante, hein. C'était ma première année de maîtrise, donc je demande à mon professeur, il me dit, il y a un truc, c'est l'hôpital général. Ah ouais, l'hôpital général, c'est quoi? Eh bien, c'était un lieu où on enfermait les enfants, les enfants perdus, les pauvres, il y avait un lieu pour ça. Je me renseigne, je vais aux archives de l'assistance publique, il me dit oui, effectivement. Et on me montre des registres d'entrée et de sortie, et on me dit oui, effectivement, il doit y avoir quelque chose là-dedans. Et je commence à tourner les pages du registre où entraient et sortaient les pauvres de l'hôpital. L'hôpital général, c'est l'équivalent de... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est de l'assistance publique de l'époque. L'assistance publique, ouais. Mais c'est un lieu fermé, c'est-à-dire c'était la Salpêtrière c'est à Paris. Il y avait Bicêtre pour les hommes et la Salpêtrière pour les femmes. C'est un lieu d'enfermement où les pauvres, c'est les gens qui ne pouvaient plus se soutenir par eux-mêmes, étaient obligés de se laisser enfermer. Il y avait des dortoirs, il y avait des ateliers, il y avait des... Bon. Et je tourne les pages des registres d'entrée à l'hôpital général pendant la période des enlèvements d'enfants de 1750. Et effectivement, je trouve trace d'enfants, de petites filles qui avaient été enlevées. Alors il y avait un chercheur éminemment très sympathique qui a fait c'est Del Van Clee, il a fait un travail très intéressant, il n'a pas trouvé. C'est peut-être parce que j'ai vu qu'il n'avait pas trouvé que moi j'ai trouvé derrière. Hein. Si j'avais fait sa recherche, je n'aurais peut-être pas trouvé non plus. Je veux dire, on s'aide tous les uns les autres. Et lui, il avait cherché comme ça, et il n'avait pas trouvé où étaient les enfants de l'hôpital général, les enfants qui étaient enlevés. Et il avait conclu qu'on n'enlevait pas les filles. Et moi j'étais sûre qu'on enlevait les filles quand même. Et j'ai effectivement trouvé à la Salpêtrière trace des petites filles enlevées et mises à l'hôpital général. Alors je me suis dit, je vais peut-être trouver la fille de Damien. Et j'ai tourné les pages du registre d'entrée de la Salpêtrière pour trouver la fille de Damien. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que tous ces causes? Et j'ai commencé à dévier ma recherche qui partait à l'origine de retrouver la fille de Damien. J'ai vite vu, une fois qu'on a tourné toutes les pages entre la période considérée, j'ai vu qu'elle n'y était pas, c'est pas difficile, c'était entre avril et fin mai 1750, donc il y avait un certain nombre de pages à tourner, je ne pouvais pas en inventer d'autres, mais j'ai été alerté par ces entrées, ces sorties d'enfants, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce truc?
qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc j'ai commencé à m'intéresser à la loi concernant le mode de fonctionnement de l'hôpital général. Enfin, je me suis lancée là-dedans et j'ai relevé sur ordinateur avec nom, prénom, date d'entrée, date de sortie, donnant, etc. Et j'ai mis à jour, à ma stupéfaction, que des milliers d'enfants entraient à l'hôpital général et en ressortaient sans destination connue. C'est-à-dire que vous avez une institution qui va servir de lieu de secours pour des enfants, soit sans parents, des orphelins, mais pas uniquement, soit dont les parents sont trop pauvres pour s'en occuper, et ces enfants sont pris en charge par l'institution. Alors ils ne montrent pas de blanche à l'entrée, on sait le nom du père, le nom de la mère, et brusquement ils sortent. Ils sortent pour aller nulle part. Mais je dis bien nulle part. Parce que les registres sont tenus avec une telle exactitude que si un artisan du coin est venu voir l'hôpital en disant j'ai besoin d'un apprenti, il y aura marqué partir en apprentissage chez Tartampion. Si un oncle passe par là en disant mais attendez le petit, moi je suis le frère du père, je veux bien le reprendre, il y aura marqué rendu à son oncle. Si les parents viennent les récupérer, il y aura marqué, c'est-à-dire que chaque enfant qui sort, il y a une destination. D'accord. Enfin, en principe. En principe. Et il y en a des milliers qui n'en ont pas. Et j'ai relevé les noms de milliers, des milliers d'enfants qui rentrent à l'hôpital et qui ressortent. Pour nulle part. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc j'ai commencé à étudier l'histoire de l'hôpital général et je me suis rendu compte qu'il y avait au cœur du royaume une guerre absolument sans merci entre les juges, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Parlement, les juges, qui passent leur temps à faire de l'opposition à l'absolutisme royal, c'est-à-dire que la loi est faite dans le royaume de France par le roi. Voilà. Alors le roi, c'est pas parce qu'il est tout seul, et puis que... D'abord, il n'est pas tout seul, il a son conseil, il est très très entouré, mais il ne légifère pas sur des caprices. Le roi, c'est pas quelqu'un qui se lève le matin en disant tiens, je vais décider que ci, que là. Bon, il est entouré de conseillers, il est entouré de tout un tas de gens. Il est extrêmement encadré, le roi. Mais au bout du compte, c'est lui qui décide. C'est-à-dire que l'absolutisme royal consiste à dire quand le roi a dit c'est comme ça, on ne discute plus. Au-dessus de lui, c'est le bon Dieu. Et vous avez là une caste des juges qui passent leur temps à ergoter sur toutes les décisions royales, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas obéir. Et le cœur de l'opposition parlementaire, au mi-temps du siècle, c'est que les magistrats du Parlement de Paris, qui sont responsables du fonctionnement de l'hôpital général, ne veulent pas que le roi, ne veulent pas que l'archevêque de Paris, qui est censé y siéger, vienne regarder ce qui se passe. Mais c'est extraordinaire. Alors, le fond de l'histoire, c'est quoi? Le roi est alerté en permanence qu'il y a des violences à l'hôpital, qu'il y a de l'argent détourné, qu'il y a de la concussion, qu'il y a des détournements. C'est une horreur. L'hôpital général, c'est un établissement. La Salpêtrière, il y a 6000 personnes dans l'établissement. C'est une ville. C'est énorme. C'est une ville. C'est une ville. Avec son cimetière, avec son truc, c'est incroyable. Et personne, autre que les administrateurs, n'a le droit de regarder ce qui se passe. C'est un lieu clos. C'est une espèce d'état dans l'état. Et le roi est alerté en permanence. En permanence, il reçoit sur son bureau des plaintes de violence, de tout, d'abus de toutes sortes, de détournement de fonds. Oh, puis un jour, il en a marre. Il dit, bon, alors il va voir l'archevêque de Paris, qui était censé siéger, mais qui ne siégeait pas dans la réalité. Et il va voir l'archevêque de Paris, il lui dit allez mettre de l'ordre à l'hôpital. Alors il y avait en plus un autre souci, c'est qu'il y avait également la querelle du jansénisme. Le jansénisme, c'était les magistrats se réclamaient du jansénisme, qui est une façon d'être catholique, c'est pas des protestants, c'est une façon d'être catholique, mais qui prétend que les laïcs ont pouvoir, les juges en l'occurrence, et également les avocats, ont pouvoir de légiférer en matière ecclésiastique. C'est-à-dire que l'Église peut se tromper et les juges vont lui dire ça c'est pas bon, voilà. Et les juges par exemple prétendaient pouvoir décider qui allait recevoir les sacrements ou pas. Alors que l'Église disait non, ça c'est nos affaires à nous. Donc il y avait à l'intérieur de l'hôpital général un noyau janséniste. Le roi le savait. C'est-à-dire que l'hôpital...
Voilà, de retour. Donc, petite coupure inopinée, désolé. Donc on en était, parce qu'on nous demande de bien reprendre là où on en était. Donc c'était l'archevêché, donc l'archevêque de Paris. L'archevêque de Paris qui est qui utilise son droit en fait, parce qu'il a le droit de siéger, c'est ça. Le roi le charge d'aller occuper le poste qui est le sien, c'est-à-dire d'occuper un des postes de la direction de l'hôpital et d'aller surveiller ce qui se passe et de lui rendre compte de ce qui se passe. Et son arrivée déclenche les foudres de tout le système, qui commence à organiser d'abord les grèves de donation, c'est-à-dire que l'hôpital fonctionnait beaucoup aussi d'une part sur les donations de gens volontaires pour l'entretenir. Donc une première grève de donation. Et rapidement, parce que, c'est une histoire un petit peu complexe, je ne peux que la résumer très très fortement. Au moment où l'archevêque commence véritablement à organiser une nouvelle façon de faire à l'intérieur de l'hôpital pour aller voir ce qui s'y passe, le Parlement se met en grève. Les juges arrêtent de travailler. Le roi soutient l'archevêque, le roi est d'accord avec les réformes que l'archevêque veut faire, et avec les nominations que l'archevêque assure, et les magistrats comme un seul homme, les magistrats et ensuite les procureurs, ensuite les avocats, tout le système judiciaire se met en grève. C'est-à-dire que le roi absolu et l'Église toute puissante, prétendument, ne peuvent pas imposer un nouveau règlement concernant l'hôpital général. Alors, ça a été épique, il y a eu des avancées, des reculades, tout ce qu'on veut, jusqu'à l'attentat d'Amiens d'ailleurs, qui a représenté une espèce de fin dramatique de ce conflit, qui a rebondi par la suite, mais ce serait un autre sujet. Ce qui se passe pendant ce temps-là, c'est que, alors moi, au niveau de ma recherche, je me rends compte que c'est incompréhensible de voir qu'une telle violence se déchaîne et une telle désobéissance qui est aussi grave contre le roi. Je me dis, il y a anguille sous roche, et je me dis, est-ce que c'est pas parce qu'ils sont en train de cacher ce qui se passe véritablement là-dessous, c'est-à-dire un trafic d'enfants. Et un trafic d'enfants, c'est l'horreur absolue. Un trafic d'enfants, ça peut être pour tout un tas de raisons, ça peut être trafic d'enfants pour de l'esclavage, ça peut être trafic d'enfants pour pédocriminalité, mais en tout cas, de toute façon, un trafic d'enfants, c'est pas justifiable. En toute hypothèse, quelles que soient les utilisations, c'est absolument injustifiable. Et au moment où a lieu ce conflit, ça fait 100 ans que l'hôpital général tourne sans aucun contrôle extérieur. Sans aucun contrôle extérieur. Et qui fonctionne sous la direction de gens qui sont systématiquement opposés à l'absolutisme royal et à l'autorité du pape. Ça donne une autre allure à l'opposition à l'absolutisme royal. Moi j'ai toujours cru que l'absolutisme royal c'était très vilain, pas beau. C'est comme ça qu'on nous le présente. On nous dit le roi il avait tout pouvoir et il n'avait pas le pouvoir d'une part d'arrêter ça, et d'autre part, il me semble que pour arrêter des horreurs telles que celles que j'ai découvertes, il n'y avait rien d'autre qu'une autorité supérieure. Mais si le roi il était lui-même coupable d'exaction en direction d'enfants, ça ne pouvait pas être lui qui arrête la machine. Alors c'était qui? La machine, personne ne l'a jamais arrêtée. Personne ne l'a jamais arrêtée. Dans ma recherche, j'ai cru naïvement, parce que j'étais encore naïve, je ne suis pas naïve, mais quand on ne sait pas, on se croit toujours un peu bête au moment où on apprend, on se croit toujours un peu bête de ne pas avoir su avant, on sait quand on arrive à savoir. Et j'ai cru donc à ce moment-là qu'à la Révolution française, les choses allaient changer et que, pas du tout, la Révolution française, on a poussé ceux qui étaient là, on les a remplacés par les nouveaux et personne n'est jamais allé voir ce que devenaient tous les enfants qui disparaissaient. Les enfants qui disparaissent des registres par centaines et par milliers et au bout du compte par dizaines de milliers. Ça s'arrête quand ça, l'hôpital général ça s'arrête à la Révolution, mais après ça a été transformé en assistance publique, voilà. Bah donc, oui, mais ça n'a pas changé là. Je sais pas, je sais pas si ça va changer. Moi j'ai pas mis le nez dans les disparitions. Je sais pas. Mais à quel moment ça a été dénoncé? Comment est-ce qu'un crime institutionnel s'arrête s'il n'est jamais dénoncé? Je pose juste la question, moi. Je pose juste la question, et ça n'a jamais arrêté. Alors ce qui est extraordinaire, et c'est moi ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est de voir à quel point les contemporains et les gens qui sont arrivés après ont menti à ce sujet. Je vois par exemple Diderot, il écrit l'encyclopédie en plein dans ces années-là. L'encyclopédie c'est un dictionnaire, il y a une entrée mendiant, il y a une entrée pauvre, il y a une entrée enfant perdu, il y a une entrée hôpital, il y a une entrée... C'est un dictionnaire, donc il n'y a rien sur l'hôpital général. Rien. Rien. À un moment donné, il y a un article qui fait l'historique de la répression de la mendicité. La mendicité, c'est un délit. Bon. Il fait un historique de la répression de la mendicité. Et il fait un saut entre
la législation qui précède la fondation de l'hôpital général et celle qui suit. C'est-à-dire, il ne mentionne pas l'hôpital général. Mais c'est quand même un peu fou. Le dictionnaire qui raconte ce qui se passe dans le siècle, et au moment où la guerre bat son plein entre l'autorité royale, l'autorité de l'Église et l'autorité des juges, il écrit son dictionnaire et il ne mentionne pas la plus grosse institution de... Mais ça, c'est du mensonge, ça. Il y a un truc. Alors, je sais que dans le code de l'hôpital général, il était dit que si on voulait écrire sur l'hôpital général, ce qui est quand même un peu fou, il fallait avoir l'autorisation écrite des directeurs. Louis XIV avait accepté un truc comme ça. Si on veut écrire sur l'hôpital général, il faut l'autorisation écrite des directeurs. Alors est-ce que c'est pour ça que le dictionnaire n'a pas... Quand il voulait taper sur l'Église et les jésuites, il faisait moins de manières. Hein. Il faisait moins de manières. Donc là, j'ai été absolument sidéré et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'encyclopédie pour le coup. Bah oui, l'encyclopédie, moi, alors à l'époque, je ne savais pas encore qu'elle était sur Internet. Je suis allé à la bibliothèque de la Sorbonne. Je me suis fait sortir des gros machins. En plus de ça, j'ai appris maintenant qu'elle était à la bibliothèque d'Auxerre. Ça se trouve partout, l'encyclopédie. C'est vraiment un truc passionnant. Toujours est-il que je suis allé la chercher un jour que j'étais à la bibliothèque de près de la Sorbonne, et puis je tourne les pages, j'ai dit mais il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Puis pendant que je tournais les pages, je me suis amusé à regarder un ou deux articles, j'ai dit mais c'est vraiment des dégueulasses, c'est genre des lumières. Je dis mais vraiment, oh là là, j'étais choqué. J'ai été choqué de découvrir que c'était, enfin bon, qu'il n'y avait aucun respect pour le peuple, quoi. C'était vraiment des gens qui se croyaient au-dessus de la mêlée. Donc j'étais pleine d'a priori tout à fait favorable pour l'encyclopédie, pour Diderot, pour tous ces gens-là, avant de commencer à mettre le nez dedans. Puis quand j'ai mis le nez dedans, je me suis dit que c'était vraiment dégueulasse ce qu'ils racontaient. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir une autre vision des choses. Puis alors il y a Super Menteur, hein, Voltaire, il a écrit 2 fois sur l'hôpital général, il raconte que des mensonges, que des mensonges. Il dit du mal de l'archevêque en lui attribuant des paroles qu'il a jamais, des choses qu'il a jamais faites, des responsabilités de trucs qui lui incombent absolument pas. Tout le monde a menti. Puis après je suis allé regarder Michelet. Alors Michelet c'est vraiment l'année où j'ai découvert. C'est même pas que c'est Super Menteur, lui c'est pire quoi, parce que quand Super Menteur, il va prendre un truc puis il va le retourner. Michelet, il invente carrément. Il invente des trucs. Et ce qu'il raconte sur l'hôpital général, mais c'est honteux de dire des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, la vérité sur ce qu'a été d'abord cette institution concentrationnaire, c'est vraiment affreux, affreux, affreux. Au cœur de toutes les villes, dirigée par des magistrats que tout le monde dit grands et beaux et magnifiques parce qu'ils sont opposés aux abus de l'autorité royale. Ouais, parce qu'il y en a dans toutes les villes, il faut le préciser. C'est pas qu'à Paris, il y en avait partout, c'est ça, sur toute la France. Paris, après, c'est sur toute la France. Ouais. C'est sur toute la France. Et notamment, il y avait un hôpital général à Auxerre, hein, et entre Auxerre et Paris, il y a Lyon, hein, Lyon qui se jette dans la Seine, et à l'entrée de Paris, il y a la Salpêtrière. Et il y avait des enfants qui partaient d'Auxerre en bateau. Ils mettaient 2 jours, ils arrivaient à Paris, ils rentraient directement dans la Salpêtrière. Et il y avait tout un trafic comme ça. Je faisais regarder les registres à Auxerre. Et ils tombaient comme des mouches. Les enfants, ils avaient 5-6 ans, ils arrivaient d'Auxerre à Paris 3 mois après. Il fallait renouveler le cheptel, ils étaient morts. Mais ils étaient morts de quoi? Ça meurt de quoi un gosse? C'est pas fait pour mourir un enfant. Ça meurt de quoi? En plus que Paris envoie des enfants en province, on comprend, l'air est meilleur. Que la province envoie des enfants en Paris, on peut savoir pourquoi faire. Pourquoi faire? Et puis qu'ils meurent comme ça, qui tombent comme des mouches, qu'est-ce qu'ils leur ont fait pour qu'ils meurent comme ça? Et je me suis rendu compte que personne ne s'était jamais penché sur le problème, mais personne. Alors, il y a des tas de chercheurs qui ont fait des recherches sur l'hôpital général, mais pas de cette manière-là. Pas de cette manière-là. Il y a des gens qui ont cherché à savoir quelle était l'origine sociale des enfants, quelle était l'origine géographique, mais d'aller savoir ce qu'ils devenaient. En plus de ça, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Parce qu'en fait, c'est ça. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus, ces enfants. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On ne sait pas. Mais alors ce que j'ai découvert moi, c'est que s'il y a tellement d'enfants qui disparaissent, pourquoi est-ce que brusquement on va se mettre à en enlever dans la rue? Parce que c'est ça qui s'est passé en 1750. Brusquement on se met à enlever des enfants dans la rue. Alors c'est pas logique. On voit que visiblement il y a des gens qui se servent à l'hôpital, on ne sait pas pourquoi. Et pourquoi est-ce qu'on va en enlever dans la rue? Ben parce que justement 1750 c'est là où l'archevêque commence à mettre son nez dedans. Comme par hasard. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle direction. Alors, pendant l'arrivée de la nouvelle direction, les sorties d'enfants ne se sont pas interrompues. Mais ça pouvait s'interrompre à tout moment si l'archevêque s'en rendait compte.